Auschwitz-Birkenau, ce camp de la mort, ce camp de l'extermination où nous avons un devoir de mémoire pour que plus jamais il ne se produise de tels drames, de telles abominations qui véritablement marquent l'histoire du monde. Et de tout cela, nous n'en voulons plus. Les collégiens qui viennent ici en voyage rentrent chez eux avec ce sentiment d'avoir touché le réel, même si aujourd'hui il ne reste plus que des vestiges. Les pierres transpirent ces massacres, transpirent ces moments d'épuisement qu'ont vécu tous ces gens qui ont été considérés comme du bétail. Et véritablement, la collectivité départementale, le conseil départemental, veut, avec ce devoir de mémoire, s'installer dans cette instruction, dans cette éducation. Il y a une relation entre notre collectivité et l'éducation nationale qui fait que des collégiens repartent avec cette sensibilité qui demain les conduira à prendre les commandes de notre société, à transmettre même cette mémoire. Parce que je pense que ce qui a été et ce qui s'est passé ici l'a été dans un long processus d'habitude qui a conduit l'homme à faire des actes totalement inacceptables. Comment peut-on tolérer ce qui s'est produit là? Malheureusement, c'est arrivé. L'évolution de notre société, sur le plan technique, sur le plan des mentalités, sur le plan même intellectuel, nous construisons aujourd'hui des jeunesses qui ont un imaginaire débordant, peut amener le meilleur, mais peut aussi conduire au pire, et c'est cela que nous voulons éviter. Je pense que ces voyages sont effectivement plus que jamais nécessaires, que nous bâtissons la volonté de tout un peuple de ne pas participer à ces actes d'antisémitisme, de considérer véritablement que nous sommes dans un monde de fraternité, d'une paix qui est fragile et qu'il faut construire et cimenter tous les jours la construction intellectuelle de nos collégiens, leur éducation, le respect d'autrui. Et je crois que nous sommes ici sur un exemple qui malheureusement traduit le non-respect des autres. Quand on voit les gens qui ont été conduits dans ces camps, la manière dont ils ont été traités, plus d'1 600 000 exterminés dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau avec des méthodes dramatiques, avec des méthodes qui dépassent l'entendement. On gaze, on brûle, on a des crématoriums, on a du brûlage en plein champ. Je crois que tous nos collégiens regardent ces images-là, la larme aux yeux, et rentrent chez eux avec probablement un changement de comportement. Et pour répondre à votre question plus directement, je suis convaincu que c'est par ce genre de démonstration, d'exemple, qu'on peut les conduire à avoir une autre responsabilité à l'égard d'autrui. Maintenant? Il convient plutôt d'en sortir, non par l'oubli, mais par le combat permanent, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ce combat est l'héritage de tous les hommes, pas celui du noir pour l'esclavage ou celui du juif pour la Shoah. De Gaston Kellman. J'ai été confronté au racisme quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans. J'étais ici en France et en fait, il y avait des élèves qui se moquaient de moi juste parce que je parlais pas très bien français. Et puis c'est parti aussi un peu trop loin parce que ils m'harcelaient tout le temps à l'école et tout ça.
Une fois, ils sont même allés, ils ont mis des pétards dans la boîte aux lettres, mais c'est pas des pétards petits, c'est des dynamites, vraiment. Ils ont fait sauter ma boîte aux lettres. Il a dit que les sixièmes ne devraient pas être acceptés, les sixièmes noirs ne devraient pas être acceptés au collège ou qu'on devrait faire une école spécialement pour eux. Ça m'a choquée, énervée et j'essaie de comprendre cette personne, mais impossible pour moi de comprendre ce raisonnement et j'essaie de lui faire comprendre que c'était inutile que de penser ce genre de choses, mais je pense que s'il est comme ça, c'est pas moi, une élève de 3e, une camarade de classe qui va lui faire changer sa façon de voir les choses. Un jour, j'étais avec une amie à moi qui est musulmane et je me souviens, on allait faire les courses et on allait passer. Et souvent, je sais que les personnes assez âgées, elles sont quelquefois maladroites ou quelque chose comme ça. Mais mon amie, elle porte le voile. Et au moment de passer, il y a la dame, elle nous a doublé, elle a dit non mais les migrants, ça passe après. Et je me souviens que ma copine, elle était assez choquée. Et que du coup, je l'ai prise par la main pour qu'on la redouble parce que je pense que on ne devrait pas se laisser faire par rapport à ça, on est tous égaux. Quand c'est de l'humour, ok j'accepte, mais quand vraiment ça part trop loin avec vraiment des insultes et tout, je dis aux personnes de se calmer directement et de la fermer, sinon ça devient raciste et méchant et plus drôle. Selon moi, il y a des gens qui sont racistes pour plusieurs raisons, mais surtout, souvent, c'est quand ils ne connaissent pas les gens parce que l'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Quand on regarde la télé, certains politiciens ils sont racistes. Donc je trouve ça débile parce qu'il n'y a pas de race génétiquement parlant. Donc racisme, voilà. On est tous des humains, c'est comme ça. Ne pas avoir de racisme, c'est comme avoir une planète parfaite, on peut dire. Donc, oui, il y en a toujours, je pense. L'antisémitisme, soit c'est la peur des juifs, ou c'est quand on déteste les juifs et qu'on a envie de les tuer. Quand on prend une race, qu'on pense qu'on est supérieur à elle, ça ou pas? Ah, je sais pas alors. Dans la religion chrétienne, c'est un peu à cause des juifs que le Christ s'est fait tuer. Donc du coup, les chrétiens sont un peu rancuniers pour ça. Et en plus, les juifs, c'est un peuple errant. Et du coup, ils portent toute leur or sur eux. Donc les gens, ils les pensaient un peu vaniteux et orgueilleux. Et les juifs, pour s'enrichir, et pour faire ils ont exercé les métiers d'argent que les chrétiens ne pouvaient pas faire parce que c'était un peu proscrit par l'Église. Donc du coup, c'est pour ça que les gens ne les aiment pas trop. Bah déjà ça, de voir que maintenant ça commence à revenir, l'antisémitisme, les croix gammées, et tout, ça me fait peur parce que c'est comme ça que ça a commencé en Allemagne. Et de se dire que si ça commence et qu'on ne réagit pas vite, bah c'est que ça va recommencer. Et ça va peut-être devenir pire avec les nouvelles armes, les nouvelles technologies. Ça monte en puissance, l'antisémitisme en ce moment. Il y a un philosophe, je ne connais pas son nom, à Paris, il s'est fait insulter de sale juif. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des tags antisémites sur le portrait de Simone Veil. Ce n'est pas un acte isolé. Et donc, il y a eu des croix gammées sur les boîtes aux lettres comme cela. Et donc, c'est des antisémites qui ont tagué ces boîtes aux lettres. Et c'est horrible parce que je comprends pas qu'on puisse encore avoir des idées nazistes à cette époque. Enfin, normalement, ça aurait dû être éradiqué depuis longtemps. Et il y a encore des gens qui pensent ces idées barbares. Et moi, ça me choque. En fait, ça fait mal au cœur parce que Simone Veil, elle a eu un parcours très difficile et elle a fait un combat pas forcément juste pour elle, elle a fait un combat pour le monde, elle a fait un combat pour l'avancée des femmes, l'avancée que ce soit pour l'égalité, la fraternité ou juste la liberté d'expression. Et juste de voir qu'il y a des gens qui salissent son travail comme ça, je pense qu'elle n'aurait pas aimé que le monde y redevienne comme il était avant. C'est des personnes comme nous. Enfin, il y a rien d'étrange chez les juifs, les chrétiens, il n'y a rien. Il y a rien qui change entre nous. On est tous des êtres humains,
On a tous 2 bras, 2 jambes, une tête, des cheveux, plus ou moins pour ceux qui ont calvitie ou quoi. Mais on est tous pareils au fond. Elle est partie à Auschwitz et genre elle trouvait ça grave bien. Et en plus il est vieux. Donc... Je voulais savoir ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, pour montrer le désastre, pour que ça mobilise des gens. Je voulais aller à Auschwitz pour voir comment ils avaient vécu, peut-être aussi pour faire un devoir de mémoire. Et puis pour pas refaire les mêmes erreurs, il faut comprendre comment ça s'est passé. Les enfants, on y va, s'il vous plaît, merci. Donc, quelques semaines avant cette arrestation, qui a été dramatique, nous avons passé toute la nuit cachés, ma sœur, ma mère et moi, tandis que notre père était arrêté, nos camarades de jeu, qui étaient juifs et qui étaient nos voisins, étaient frappés, battus. Et nous avons eu le miracle d'être préservés et puis de vivre ensuite pendant quelques mois à Nice, traqués, allant d'un hôtel dans un meublé avec ma mère. On changeait tout le temps d'appartement. On marchait d'un côté de la rue, elle marchait de l'autre côté parce qu'elle avait un accent étranger, un accent russe. Donc c'était une vie extrêmement difficile. C'était une époque où les enfants juifs étaient pourchassés à travers toute l'Europe pour être mis à mort, tout simplement. Donc Nice est une ville où à la fois nous étions heureux parce qu'on était ensemble tous, et puis une ville où le malheur a frappé. Mon père a été arrêté et mort ensuite. La revanche sur l'histoire a été de rencontrer Beate, qui n'est pas juive, qui est allemande, et d'être heureux ensemble. Et comme nous étions un couple franco-allemand, et moi j'étais juif de surcroît, elle a fait une grande campagne contre les anciens nazis qui étaient au pouvoir en Allemagne, et en particulier contre le chancelier, qu'elle a finalement giflé publiquement, et un acte qui a mobilisé une grande partie de la jeunesse allemande, qui a compris que c'était mal pour l'Allemagne d'avoir un chancelier nazi, et puis on a mené campagne pour faire juger les criminels nazis et qui avaient également déporté près de 80 000 juifs de France. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner des moments où vous étiez à 2 doigts de craquer? Non? Non. Vous avez jamais? Jamais, non. Voilà quelques photos des 5000 photos que nous avons rassemblées. Je trouvais que c'est un coup vraiment fort parce que tout ce qu'ils ont osé faire, frapper un des nazis, c'est pas rien quand même, et il faut vraiment pas avoir peur de ce qui pourrait nous arriver. Mais il faut se dire que dedans, il y en a qui sont allés à l'infirmerie, il y en a qui ont vécu des tests. C'est assez déstabilisant parce qu'on aurait pu vivre tout ce qu'ils ont vécu et mourir dans d'autres souffrances alors qu'on est là en train de parler de leur histoire. Ça fait réfléchir. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ils ont voté Hitler. Lui, il avait juste une simple idéologie. Ils sont arrivés, ils se sont pris la claque, ils se sont dit, et je savais pas tout ça, et la plupart des gens pensent que tous les Allemands étaient nazis, mais la plupart voulaient rien, comme Beate par exemple. Peut-être qu'ils étaient contre les juifs, mais peut-être pas au point de tous vouloir les tuer. Il y en a plein qui sont pas partis parce qu'ils savaient pas, et au final ils ont été surpris. Mais Oui. Bien sûr qu'il y en a encore. Le racisme, ça va toujours continuer. Il y en aura toujours des gens qui vont essayer de convaincre à faire ça. Moi, je pense qu'il y a encore des nazis sur Terre. La France,
en 1940, perd la guerre et le maréchal Pétain de Lay, qui est le chef du gouvernement, dit « Les Allemands ont raison, on va collaborer et donc on va faire ce que nous disent de faire les Allemands ». Mon père est arrêté le 14 mai 1941. Il reçoit un billet qu'on appelle le billet vert, où on lui dit « Vous êtes prié de vous présenter au commissariat de police le plus proche de votre domicile ». Mon père, il a confiance en la France. La France, c'est la terre des libertés, hein, la terre des droits de l'homme. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas tué, il n'a pas pillé, il n'a pas volé. Alors il y va. Immédiatement, il est arrêté. 3 jours après, le 17 juillet 1942, on les met dans un wagon à bestiaux, un wagon de marchandises, de Pithiviers. Ils voyagent 3 jours, 3 nuits, et ils vont arriver là où nous allons aller dans 8 jours à Auschwitz. Pendant ce temps-là, je vis avec ma mère et ma sœur à Paris. Arrive le 16 juillet 1942, c'est une date importante, c'est ce qu'on appelle la rafle du Veldiv. Et là, c'est la première fois qu'on arrête les enfants. À 6 h du matin, on vient nous chercher, on nous dit les Français, aucun Allemand, des Français, des gendarmes français, des policiers français, qui nous disent, qui disent à ma mère, prends quelques paquets, on va dans l'autobus. On ne sait pas où on va. On monte dans l'autobus, ma mère voit que dans l'autobus, il y a des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Elle dit c'est certainement pas bon. Et elle dit aux policiers, j'ai oublié de prendre des paquets, il faut que j'aille les chercher avec mes enfants. Le policier lui dit, vas-y, dépêche-toi et reviens vite parce qu'on t'attend pour partir. On habitait à Paris, comme il y a des vieilles maisons à Nice, vous savez, où il y a des cours intérieures. On se cache dans la 3e cour intérieure, on attend que l'autobus parte. L'autobus s'en va, on va dans le métro, parce que dans le métro, à ce moment-là, il n'y avait pas de rafle et il n'y avait donc pas d'arrestation. Les policiers ne descendaient pas dans le métro. On reste une dizaine de jours dans le métro. Ma mère entend parler d'un passeur. Un passeur, c'est quelqu'un qui, pour de l'argent, passe une frontière illégalement. La frontière, c'est la Saône, à ce moment-là, c'est du côté de Chalon-sur-Saône. On nous met dans une barque, d'un côté le nord, la zone occupée, le sud, la zone libre. De la barque, on traverse la rivière, zone libre, et non, on est arrêté de nouveau par la milice. Et on nous emmène dans des camions, on voyage 2 jours et 2 nuits, ici, à Rivesaltes. Et au bout de 5 semaines, à Rivesaltes, ma sœur et moi, on nous met dans une charrette, on met de la paille par-dessus, de l'air par-dessus, et on sort du camp. Donc à partir de ce moment-là, j'ai passé 2 ans et demi dans des fermes cachées. Puis on m'a ramené à Paris, ma sœur arrive, elle a survécu aussi. 4 mois après, ma mère arrive aussi parce qu'elle a pu sortir du camp de Rivesaltes 4 mois après nous en disant « J'ai des enfants qui sont nés en France, donc on est français ». Il se passe encore 8 mois et un autre miracle arrive. Ça se passe un jeudi. On n'allait pas à l'école le jeudi à ce moment-là. On frappe à la porte le matin, il y a 2 hommes qui encadrent quelqu'un. Ce quelqu'un, il ne tient pas sur ses jambes, il faut qu'il le soutienne. Il est maigre comme pèse 30 kilos. Il a les yeux qui lui sortent de la tête. Et on me dit, c'est ton père. Je dis, non, ça, c'est pas un père, ça, c'est rien. Si on mange, par exemple, du pain, il y a des miettes sur la table. Il est là, il regarde les miettes, il regarde si personne le regarde, il fait ça, et tout d'un coup, il prend les miettes et il les met dans sa poche. Mentalement, il n'est jamais sorti du camp d'Auschwitz. À la fin de sa vie, 15 jours avant son décès, il est mort à Nice. Ma sœur et moi, on était à son chevet, et il nous a dit « Je ne comprends pas encore comment le monde a pu laisser faire une chose pareille. »
m'appelle Roger Volman. Je suis parisien, né à Paris, issu d'une famille d'émigrés de Pologne. Ma maman était de Varsovie, mon père était d'un shtetl, d'un petit village pas très loin de Cracovie, donc pas très loin d'Auschwitz non plus. J'ai vécu une enfance plutôt pénible, une petite enfance plutôt pénible. Et bien sûr quelques souvenirs, notamment à Nice. Lorsque nous avons rejoint notre mère, mon frère et moi, on a habité donc ici pendant cette période de 43. Ma famille était venue parce qu'ici c'était zone libre et puis que, ma foi, les Italiens tout au moins qui occupaient la région n'étaient pas belliqueux, je dirais, vis-à-vis des Juifs et ils ne faisaient pas d'arrestation. Malheureusement, quand ils sont partis, en 1943, en septembre 1943, début 1943, mon frère et moi, nous étions auparavant en Bretagne. On était venus rejoindre notre maman qui était ici avec sa sœur, une de ses sœurs. Et un jour, il s'est passé que les Allemands sont arrivés ici en septembre. Ils ont fermé la rue, ici et ici. Et ils sont venus que à la villa arrêter ma famille. Auparavant, ma maman nous avait fait partir, mon frère et moi, quelques heures avant, quelques jours avant. Et donc c'est une scène que j'ai dans ma tête par accro. Du jour où nous sommes partis de la gare Thiers à Nice, et ma maman nous avait accompagnés, mon frère et moi. Mon frère me soutenait pour que je fasse des signes à notre mère. Et puis, les derniers gestes de ma maman, je les ai en mémoire. Et on n'a plus jamais revu notre mère. Vous allez faire le parcours, disons, de ma famille, parce que d'ici, ils ont été transférés à l'hôtel Excelsior, donc plus bas. Puis de l'hôtel Excelsior, ensuite, ils ont été transférés à la gare de Nice, à la gare Thiers. Et de là, ils sont partis et ils ont disparu, pour toujours. Où est-ce qu'ils sont allés? Vous allez y aller, dans de meilleures conditions, c'est clair, à Auschwitz, et ils ont disparu. Ça prouve l'histoire de Roger que la Shoah, la déportation, ça ne s'est pas passé loin de Nice, ça s'est passé chez vous, à 300 mètres de votre collège. Alors on est allé rejoindre un parent, et on n'est pas partis, j'irais, tous les deux comme ça, parce que mon frère il avait 12 ans et moi j'avais 5 ans. Alors bon, les enfants ne voyagent pas seuls. Ma maman a trouvé quelqu'un qu'elle a payé pour faire ce transport, nous prendre la main et nous emmener à Lyon. Je ne viens pas souvent, hein. J'ai dû venir 3-4 fois, pas plus. Hein. On pourrait mettre une plaque rappelant, parce ils étaient nombreux les gens qui étaient là finalement, qui ont été arrêtés. Un passant, il est là, il ne sait pas. Mais comme dirait Lamartine, il y a une âme dans cette maison. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Comme vous êtes parti avec votre frère, comment vous avez appris ce qui était arrivé à vos parents? On n'a rien su. On a su que quand la France a été libérée et qu'on a été, je dirais, récupéré par des parents. Et là, on a attendu. On s'est dit, où est papa, où est maman? Et ils vont revenir jusqu'au jour où mon père est revenu. Et là, lui, il nous a dit, n'espérez rien du tout. Votre maman ne reviendra jamais. C'est pas facile, la reconstruction. Mais par contre, ce qui a été intéressant, et on ne manque pas, Daniel et moi, de le souligner pour vous, c'est qu'on a été à l'école. Enfin, on allait à l'école. Et enfin, on était des petits-enfants comme les autres, comme n'importe qui. On n'avait aucun problème avec les enseignants et les élèves, les autres élèves. On n'était pas... On n'avait aucune méfiance de rien du tout, et puis que l'école laïque, c'était quelque chose d'important. Alors le tout petit, c'est moi, c'est mon frère, ma maman, ma tante, mon oncle. C'est une photo incroyable. Hein. Surtout que ça a beaucoup changé. Hein. Voilà, la grille, les piliers, la plaque, Villa Moussemet. Je
suis le dernier de ces générations, de ces gens-là. La famille de Roger a été conduite ici, dans cet hôtel, qui était entièrement réquisitionné par les Allemands. Au sous-sol, ici, il y avait des salles de torture, parce que, par exemple, quand la famille de Roger était arrêtée, s'il manquait quelqu'un dans les listes que les Allemands avaient, ils interrogeaient quelqu'un de la famille pour leur dire où sont les autres. Ici, comme la famille de Roger, ils ne restaient pas longtemps. Ils restaient juste, on regardait s'ils avaient quelque chose à dire, rien du tout. Un jour, 2 jours après, ils allaient là-bas, à la gare, à 200 mètres d'ici, gardés par des soldats, des militaires français. Français, c'est la France à Nice à cette époque-là. Mais du coup, il n'y avait presque pas d'Allemands qui arrêtaient les Juifs ici. Si, alors il y avait des Allemands, et c'est Alois Brunner qui est arrivé, l'ancien commandant du camp de Drancy, et il est arrivé avec une vingtaine d'Allemands. Mais il savait qu'à Nice, il pouvait compter sur la police, la gendarmerie et la milice qui les aidaient. La milice contribuait à arrêter les Juifs et même il touchait de l'argent pour chaque Juif arrêté, même pour les enfants. « 3612 personnes qui sont parties de ce quai pour Drancy, dont plus de 400 enfants qui sont partis. Et bien sûr, vous verrez à Auschwitz que les enfants n'ont eu aucune chance de revenir puisqu'ils étaient gazés et brûlés dès leur arrivée à Auschwitz. J'ai trouvé ces rencontres vraiment intéressantes et enrichissantes. J'aurais jamais pensé, j'avais même pas pensé qu'un jour je pourrais avoir le témoignage de ces personnes. Et elles sont précieuses parce que peut-être qu'il y en aura bientôt plus, et même pas peut-être, il y en aura bientôt plus. Et c'est nous qui devrons prendre le relais. Je pense que notre rôle, ça va être justement de recueillir ces témoignages et ça va être de les partager pour pouvoir faire comprendre à tout le monde ce que c'était et pour essayer de sensibiliser au maximum. Ça te met une baffe, direct. Tu peux pas répondre à ça comparé à ce qu'ils ont vécu. Genre, t'es à côté, t'es là, tu mènes ta vie, tu vas au collège, tout ça, et pendant que toi tu vis ta vie au collège, il y a d'autres gens qui ont fui dans la peur toute leur vie. Donc, tu peux rien faire. Je trouve qu'ils ont un grand courage aussi de nous en parler, comme quand ils nous en parlent, et que c'est important de ce qu'ils font. Ça m'a fait un ressenti assez bizarre, dans le sens que ils le racontent avec une telle simplicité, comme si c'était une partie de leur vie banale, alors qu'au fond, ce qu'ils ont vécu, c'est tellement inimaginable, c'est tellement irréel, on pourrait se penser dans un film quand ils le disent, mais juste avec leur ton de voix, juste avec leur visage, quand ils nous regardent et qu'ils sourient après, comme si c'était juste du passé, ça nous rappelle que ce qu'ils ont vécu, c'était dur, mais qu'ils méritent d'avoir tout le bonheur du monde maintenant. Quand il n'y aura plus ces personnes, si elles n'ont pas transmis leur savoir, ça va disparaître et du coup, on peut reproduire les mêmes erreurs. Qu'on soit juif, athée, catholique, musulmane, on doit tous savoir ce qui s'est passé. Ça concerne beaucoup de gens, c'est-à-dire tout le monde. C'est un problème qui nous concerne tous, la Shoah, parce que ce qui s'est passé à eux, ça nous arrivera peut-être à nous plus tard. En ce moment, il y a encore dans beaucoup de pays, il y a des systèmes d'extrême droite qui sont antisémites ou qui sont racistes. Et si on les laisse trop s'imposer, ça pourrait se reproduire. C'est important parce que Hitler, il est monté au pouvoir normalement. Il n'a pas été dictateur. Il ne s'est pas imposé par la force. Il a été élu. On ne peut pas trop en parler. Il y a eu des millions de morts. Donc, c'est ce que disait Serge Klarsfeld, c'est pas 10 millions, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc on ne peut pas trop en parler. Parce que ça me touche de me dire qu'il y a eu 10 millions de personnes mortes pour ça, pour rien. De la tristesse et de la peine
pour les personnes qui ont vécu ça. Ceux qui ont vécu sans parents, ceux qui n'ont pas pu voir leurs enfants grandir. Tout ça, me dire que ça pourrait arriver à nouveau sur un coup de tête, sur une élection. Et que nous aussi, on pourrait perdre nos parents, nos proches, perdre tout ce qu'on a. Donc forcément, ça me touche de voir ça. Je me suis levé avec 1h30 d'avance, j'arrivais pas à dormir. J'ai pas dormi. Bah, il y a un truc qui s'appelle YouTube, c'est très artificiel et qui t'empêche de dormir. Mais genre vraiment, genre quand t'es lancé, tu peux pas t'arrêter. Donc t'es là à 1h du mat, tu fais et merde. Genre, j'avais juste pas envie de dormir. Les nazis cherchaient des personnes malades, faibles. Et qu'est-ce qu'ils devenaient? Qui étaient ces gens pour des nazis? Ce n'étaient pas des hommes, c'était des sous-hommes, des outils. Et qu'est-ce qu'on fait avec un outil abîmé? On ne le répare pas, on le jette. Et plus ou moins la même philosophie. Si quelqu'un était malade, si quelqu'un était faible, au bout de ses forces, qu'il ne pouvait plus travailler, alors ce n'est pas la peine de lui donner à manger. On les cherchait et ils étaient envoyés dans les chambres à gaz. Et quand il y avait une épidémie de typhus, selon les Allemands, la meilleure solution de résoudre la solution, c'était quoi? De envoyer tout le monde à la mort. Vous savez très bien qu'à l'arrivée du camp, il y avait une sélection. Ça concernait les Juifs qui venaient. Et une petite partie était choisie pour rester dans les camps, mais la grande partie était envoyée directement dans les chambres à gaz. Eh ben, on arrive et Mengele était là, il disait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu savais où tu allais travailler, où tu allais à la mort. Mais comment vous avez réussi à passer J'ai pas réussi, j'étais sélectionnée. J'ai rien fait, moi. Mais vous le saviez déjà que vous alliez... où oui, est-ce que vous alliez? Qu'on allait mourir. De quelle manière? Non, mais on savait. On savait qu'il y avait les crématoires. On était... Bon. Des questions? Ah, le froid, c'était horrible. Des filles qui ne pouvaient plus aller aux toilettes, elles faisaient pipi. Et le pipi gelait sur la cuisse. Vous imaginez s'il faisait froid? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous nous parlez d'histoire? Ce que je ressens, tu sais, depuis que je suis revenue, toutes les nuits, tous les soirs, j'ai ça dans la tête. Alors, tu sais, pour moi, c'est rien de nouveau là, d'être là. C'est non-stop. Ah ben moi, je crois toujours en l'humanité parce que l'homme est bon parfois quand même. Et quand j'étais dans les camps, il y avait quand même un Allemand qui me mettait du pain dans mon tiroir. Il risquait gros, mais il me mettait un morceau de pain de temps en temps. Pourquoi? Je sais pas ce que ça veut dire haine. Je connais pas ce sentiment. On peut encore croire à l'humanité puisqu'elle a été sauvée, puisqu'elle a vécu normalement, à peu près. Bien sûr, elle a vécu en faisant des cauchemars tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits. Mais bon, il ne faut pas croire que parce qu'on subit de telles atteintes, on ne puisse pas avoir foi en l'humanité. Parce que ça, c'était pas des êtres humains. C'était des... D'ailleurs, ils ont traité Auschwitz, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une usine de mort. Donc ils l'ont traité comme une usine. Et ceux qui étaient dedans, c'était des stucs, comme ils les appelaient. C'est-à-dire des morceaux, des numéros, des pièces. Et je ne peux pas raconter, on ne peut pas raconter cette horreur. Ça fait mal.
Je pesais 24 kilos, vous vous rendez compte? Les séquelles, 24 kilos, vous imaginez? Il y a des monstres, hein, il y a des monstres partout. Hein. Ils nous battaient, comme des animaux, ils nous chassaient. Bon, c'était horrible. Les Juifs qui ont été contemporains de ça n'ont pas parlé pendant des années parce que on ne les croyait pas. Oh ben, je fais des cauchemars comme me prend mes enfants maintenant. Tout est reporté sur mes enfants, mes petits-enfants. Ça, c'est horrible. Après tout ce cauchemar, est-ce que vous avez déjà ressenti un sentiment de vengeance? Ah non, je ne sais pas ce que c'est que la vengeance. Vous savez pas ce que c'est la vengeance ni la haine. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes sorti du camp? Quand tu de survivre, retrouver de la famille, c'était le but, la famille. C'est déstabilisant parce que c'est dur de s'imaginer encore, même quand on est sur les lieux, qui s'est passé tout ça. Genre, je sais pas, ça fait bizarre. Genre, maintenant qu'on y est, on se dit ça n'a pas pu être réel et pourtant... C'est vraiment horrible ce qui a pu leur arriver. Enfin, aucun humain ne mérite ce qu'ils ont subi, enfin ce que les déportés ont subi. Et on prend un peu conscience de leurs conditions de vie, comment ils étaient traités. On sent le poids des gens qui sont morts ici. Les Juifs qui n'étaient pas tout de suite choisis pour aller dans la chambre à gaz, ils venaient ici. Ici, ils devaient se déshabiller et on leur donnait leur numéro. Ça, c'est des machines pour désinfecter les bagages qui étaient retirés aux déportés. Ils leur enlevaient tout et ils gardaient que les objets de valeur comme des bijoux, de l'argent. Là, du coup, c'était que des affaires qui appartenaient aux Juifs et qui ont été retirées. Donc là, on voit des clés, des affaires, on voit des peignes, des ciseaux. Ça montre que vraiment, on leur a tout retiré, mais vraiment pour qu'ils aient plus rien à eux et qu'il n'y ait rien qui leur appartienne. C'est comme quand on leur a signé un numéro, après, c'est la même chose, c'est pour que ce soit plus des humains par la suite, que ce soit que des choses pour eux, en fait. Ben, ça fait beaucoup, enfin, il y a beaucoup de photos, donc c'est impressionnant. Après, ça fait peur aussi. Il y a eu des familles qui ont été décimées. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Qui après se transforment en gaz, parce que c'est ce qu'ils mettaient dans les chambres à gaz, dans les cheminées, et c'est ça qui tue.
ici qu'il faut imaginer 700 personnes en même temps, hommes, femmes, enfants, nus, 700 personnes, serrés les uns contre les autres. Là-haut, il y a des ouvertures, des petites ouvertures. Ils apportent une douche, c'est des gaz qui viennent. En 12 minutes, ils sont complètement asphyxiés. En 12 minutes. 700 personnes. Moi, c'est la 15e fois que je viens ici et à chaque fois, c'est comme nouveau. On n'arrive pas à le croire tant qu'on ne le voit pas. On n'arrive pas à le croire. On pense que c'est un rêve. Non, ça a existé. La population entière, les jeunes du monde entier, à voir ce qui s'est passé ici, pour que personne ne dise plus que ça n'a pas existé, mais surtout que ça serve de leçon. Vous vous rendez compte où conduisent le racisme, l'antisémitisme? Ça conduit ici. Nous sommes ici au cœur du monstre, comme disait Bertolt Brecht, de la bête immonde. Ben son cœur est là, c'est ici. Là, on est devant la maison de Roger Volman. Et comme c'était juste à côté de chez moi, j'ai voulu faire le travail de portrait sur sa cousine. Déjà, je me suis un peu habituée quand même. J'ai fait venir ma mère devant. Enfin, habituée, voilà. Mais après, oui, après Auschwitz, ça me fait un peu quelque chose parce qu'on a eu plus de détails sur comment les interpellés ils étaient arrêtés, comment ça se passait par exemple dans les wagons. Et là, justement, je me retrouve comme au point de départ, en fait, des Volman. À Nice, plus de 400 enfants qui ont été déportés. Et on a retrouvé les traces dans les écoles de 130 enfants environ. On a retrouvé les portraits des enfants, de certains enfants. Mais d'après ce que j'ai compris, vous allez faire une exposition et reconstituer les histoires de certains de ces enfants. Elzelman, alors là... Vous avez des contacts? Justement, je voudrais faire des recherches sur ce garçon. Steinschneider. Oui, alors là c'est vrai, c'est bien parce que j'ai aussi les contacts. Alors, d'accord. Alors tu t'appelles? Serge Moravescu. Serge? C'est Torah. Alors, comme on est des gens pas doués. Et aussi, est-ce qu'on pourrait vous emprunter votre livre? Oui, je l'ai amené pour ça. Donc là, vous avez ce livre qui a été écrit par une enfant, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle André Poche à l'époque, et qui a été caché, et qui a été sauvée par le réseau Marcel. Mais avant d'arriver au réseau Marcel, elle a eu toute une histoire. C'est le 01 55 96 35 14. Oui, allô? Oui, bonjour, nous sommes deux élèves du collège de Roland-Garros qui travaillons dans le cadre du voyage de la mémoire. Nous appelons de la part de Philippines et ce serait pour savoir si c'était possible d'avoir une interview avec vous vendredi vers 10h30 car nous avons un exposé sur le réseau Marcel et pour nous il serait important d'avoir un témoignage de votre part. Bonjour. Bonjour. Nous avons une question, c'est sur les Justes parmi la nation. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils ont fait et qui sont ces gens, s'il vous plaît? Alors, ça dépend parce que chacun a une histoire. Donc, je peux te parler par exemple, on a parlé d'André Poche-Carcinti, qui a été sauvé.
par des personnes qu'elle a fait nommer justes. Vous savez ce que c'est les justes? Oui, ce sont des personnes qui ont caché des juifs pour ne pas qu'ils se fassent déporter. Jacques Roux, c'est donc un petit garçon qui était le voisin d'André Posch. Et au moment où les Allemands sont montés et qu'ils ont déporté les parents d'André Posch, elle jouait avec ce petit garçon, Jacques, et les parents ont fait ce qu'il fallait pour le sauver. Alors, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Excusez-moi de vous déranger. Hein? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je sais pas si c'est en communication. Oui, Nous, vous êtes? nous sommes les deux élèves du collège Roland-Garros qui travaillons pour l'exposé sur le réseau Marcel. Comment puis-je vous aider? Eh bien, on va vous poser des questions sur votre passé. Par exemple, est-ce que vous savez comment s'est passé votre sauvetage? On parlait de mémoire. Moi, la mémoire des faits, je ne l'ai pas, mais la mémoire des faits que l'on m'a racontés, je l'ai. Jackie, moi, je suis née en 40, et donc mes parents ont habité dans une pension de famille pendant une petite année, 40 à 41. Je pense qu'ils sont arrivés rue Niepce en 41, à mon avis. Donc, quand ils ont connu tes parents, quand ils sont devenus amis, ma mère était de santé fragile, et d'après ce que mon frère me disait, j'étais souvent chez toi. Ta mère me gardait souvent parce que ma mère était, elle, malade. Et tu m'as raconté que... Donc, si tu situes qu'un soir, il y avait une rafle possible, ça veut dire que c'était déjà 42, au moins 42, et que tu m'avais raconté que derrière les persiennes, tu avais vu l'arrestation de mes parents. Et ma mère, sans rien dire, a ouvert la porte et les a fait rentrer. C'est un moment important pour un petit garçon et pour la vie d'un homme. Je crois que ça vous marque pour la vie de voir autant de générosité spontanée, surtout en cette période où si on se faisait attraper, on était sûr d'y passer. Mais elle s'est occupée pour que ses frères partent, je ne sais plus où, en Suisse ou avec le grand-père, peu importe, mais elle a gardé Dédé. À la suite de ça, il existait à Nice, derrière chez ses parents, le boulevard du Bouchage, un centre culturel juif qu'on appelait le du Bouchage, où tous les juifs qui arrivaient sur la région, sur Nice, venaient se renseigner sur ce qui se passait. Et dans ce lieu, il y avait un dispensaire, et le docteur Rosenstock, Odette Rosenstock, tenait une consultation. Et elle disait à toutes les mères qui venaient, un jour ça va aller mal pour les Juifs, ici aussi. C'était avant le départ des Italiens, donc. Mon compagnon, Moussa Abadi, et moi-même sommes en train de créer un réseau pour les enfants. Voilà où vous pourrez nous trouver. Et lorsque Jeanne m'a ramenée à Nice, c'est une autre voisine, amie de mon père, qui m'a emmenée dans ce centre-là et où j'ai été confiée au réseau Marcel. J'ai voulu que ses parents aient la médaille des justes parce que voilà, c'était leur rendre justice. Moi, ma vie, elle a été... J'ai pas choisi un métier anodin puisque j'ai passé mon diplôme d'infirmière puis de puériculture. C'est d'être dans le soin, dans la réparation. Avec du recul, comment trouvez-vous l'acte de vos parents? Pardon? Maintenant,
savez, quand l'ambassadeur m'a remis le diplôme, je lui ai dit très honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait moi, parce que c'est bien beau de parler avec le recul, mais quand on est en plein dans la tourmente, et surtout avec des individus comme les Boches, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, ma mère n'a écouté que son cœur, et mon père aussi. Et parce que par la suite, j'ai appris qu'elle cachait des juifs dans l'appartement en dessous de chez nous, et que mon père avait eu aussi un comportement très, très patriotique. Donc voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous de vous intéresser à ce genre de choses. Il avait 9 ans quand il a été déporté. Et voilà. Il vivait avec ses 2 parents, il avait une sœur. Il était dans la même école que moi, donc ça m'a fait plaisir quoi, de faire des recherches sur lui. François Jacob. Oui, ça me touche parce qu'il a été déporté comme tous les autres enfants. Et quand t'es petit et que tu sais pas où est-ce que tu vas, ça fait peur quand même. Ouais, mais c'est toi. Bah, pousse-toi. Là, on va coller la photo de la personne qu'on étudie, c'est Régine Goldberg. Et on va faire des sortes de petits carrés avec des informations sur elle, sur sa famille. On va essayer de trouver des photos. Comme quoi aussi l'étoile juive, vu que sa famille l'était. Et de côté, on va faire ses traces, plus où est-ce qu'elle a été allée. Par exemple, son collège, la plaque, la maison où elle vivait avant d'être déportée. Et chercher le plus d'informations possible. Et on a dédié une petite partie à Roger, son cousin, je sais plus son nom de famille, que c'est grâce à lui qui nous a donné toutes ces informations. Est-ce que vous aurez des photos de votre tante et de votre oncle, en fait? Je sais pas du tout, mais ça nous arrangerait, nous. Non, j'en ai pas. Non? Bah, c'est pas grave, merci quand même. Alex, on voulait lui poser quoi comme question? On a oublié. Ah bon. Bah, merci. Oui, oui. Allô? Bonjour, je m'appelle Ninon Chirodri Manelli et j'ai été mise en... c'est bien la cousine de Georges Laurenti. Oui, c'est ça, oui. Je suis contente de vous avoir. Oui, j'ai été mise en contact avec vous par Michel Merovska et je voulais vous demander si vous étiez disponible pour un interview ou si vous vouliez que je vous rappelle plus tard. Elle est penchée? Ouais. Ah, je sais, attends. Près de 74 ans après cet épouvantable événement, un groupe d'élèves de 3e du collège Roland-Garros se rendirent sur les lieux où ont été perpétrés les actes de barbarie de l'idéologie nazie. Ces élèves ont marché dans les pas des déportés qui, autrefois, ont été massacrés par millions dans ce complexe, que ce soit hommes, femmes ou même enfants. C'est épouvantable de voir comment l'idéologie nazie a organisé ces camps de travail et d'extermination, bredouille Zachary Hamelin, de 3e, en cherchant ces mots. On va parler de notre groupe un peu à la 3e personne. Et donc, on suit leur voyage et en même temps, on décrit le camp. Là, on va essayer d'appeler la sœur de François Jacob. J'ai un petit peu peur, mais voilà, j'ai préparé des questions et j'espère que ça va bien se passer. Je sais que tu dois l'appeler. J'ai reçu le message de Michel Merovka et justement, elle m'a donné votre numéro pour vous poser des questions. Ah bon, parce que si je... Bon, ben, vous pouvez me poser des questions, un peu, d'accord? Là, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc je suis en train de faire des petites cases pour mettre les informations. Puis après, je vais coller sur la fiche. La table des comptes n'est pas un gant.
c'était un voyage qui m'a marqué, ouais. En fait, c'est encore pire. Enfin, en fait, c'est l'atmosphère qui est pire que ce qu'on croit. C'est pas tant le lieu en lui-même, c'est vraiment l'atmosphère. Sur place, c'était assez impressionnant de voir tout ça parce que j'avais lu beaucoup de livres et j'avais appris beaucoup de choses à ce sujet. Mais c'était vraiment impressionnant de tout voir en vrai pour mieux ressentir ce qui s'était vraiment passé. Après, quand on allait visiter vraiment la chambre à gaz, c'était tellement pesant, c'était l'ambiance, tout, c'était dur. Oui, j'ai été très ému par ce voyage qui m'a impressionné, qui m'a changé en partie ma manière de penser. Ça m'a absolument marqué, c'était une chose qui me paraissait normale avec toutes les guerres qu'il y avait eu. Il y avait forcément eu des massacres. Mais là, c'était du massacre pour du massacre. C'était pas pour prendre un autre territoire ou des choses. C'était seulement pour tuer. Et ça, c'était horrible. Je ne vais pas dire contente, mais j'étais quand même fière d'être allée voir ce que c'était. Et donc, j'ai même pleuré. J'ai raconté à ma famille, je leur ai dit ce que j'ai vu, je leur ai montré les photos que j'ai prises sur mon téléphone. Et après, je suis rentrée chez moi, je suis allée dormir. Et c'est fou, comme les 2-3 nuits qui ont suivi, avant que je m'endorme, il n'y avait pas une minute sans que j'y pense. Il n'y avait pas une minute où je me disais ouais, je suis en train de m'endormir là, alors que il y a 2 jours, j'étais là-bas. Je pense que oui, tout le monde devrait le faire parce que c'est quelque chose qui change un peu la mentalité. Et maintenant, je pense que je sais mieux ce que c'est, j'ai vu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retransmettre et on va commencer par l'exposition. Ça peut être une façon de montrer un peu ce qu'on a vu. C'est bien parce que ça montre que n'importe qui peut perpétuer la mémoire, même si c'est des jeunes comme nous, qu'on n'a que 14 ans. Ça montre que nous aussi, on peut le faire à notre manière. J'ai le sentiment que lorsque je mourrai, c'était la Shoah que je penserais. Un homme tue un autre, l'humanité recule. Un homme sauve un autre, l'humanité progresse. L'humanité devrait donc faire du surplace. Être humain est libre, non quand l'autre ne l'est pas, mais quand l'autre l'est aussi. Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. On ne revient jamais vraiment d'Auschwitz.